C'est un matin de printemps, en plein milieu de semaine, un jeudi. Il fait beau et un jeune homme décide de se promener le long d'un canal pour se détendre. Il marche tranquillement quand il tombe nez à nez avec un sac flottant dans l'eau, bloqué au bord de la rive. Curieux, il se penche afin de récupérer ce bien que quelqu'un a peut-être perdu. Mais prendre l'initiative de repêcher ce sac a certainement été la pire décision de sa vie. C'est le 13 octobre 1956 que vient au monde John Patrick Sweeney dans le quartier de Kirkdale à Liverpool au nord-ouest de l'Angleterre. Il est accompagné d'un frère et d'une sœur, mais la vie de famille n'est pas très agréable chez les Sweeney, notamment à cause du père très violent qui frappe chacun des membres de la famille. Malgré cet environnement toxique, ou peut-être à cause de celui-ci, John se passionne de plus en plus pour l'univers du dessin et de l'art de manière générale, au point d'envisager d'intégrer une école d'art à l'âge de 15 ans. Malheureusement, son père ne voit pas d'un très bon œil ce genre de parcours. D'après lui, c'est plus pour les femmes ce type de choses. Son fils ne fera pas ça. À la place, c'est une formation de menuisier qu'il suivra et ce sera très bien ainsi. Le milieu de la classe ouvrière de Liverpool dans les années 80 n'est pas des plus tendres, y compris pour les adolescents, et John se retrouve régulièrement impliqué dans des altercations, des bagarres, ce qui le conduit régulièrement à fréquenter la police du coin. Cependant, après être arrivé au terme de sa formation en menuiserie, le jeune homme trouve une certaine stabilité lorsqu'il se marie à une femme nommée Anne Bramley en 1976, avec qui il aura 2 enfants. 3 ans plus tard, en 1979, le couple bat de l'aile, parce que John reproduit les violences domestiques que son père lui avait fait subir. Ceci conduit les 2 époux, à l'initiative d'Anne évidemment, à lancer une procédure de divorce. Simplement, l'histoire entre ces 2 personnes n'était manifestement pas totalement terminée, puisque 2 ans plus tard, en 1981, John et Anne se marient à nouveau. Mais 1 an plus tard, c'est bel et bien une fin définitive qui survient. John, d'après Anne, l'aurait menacé à plusieurs reprises. Les tensions dans le couple seraient récurrentes, amenant donc logiquement à un second divorce. La vérité est qu'il est totalement incapable de se contrôler, comme lors du premier mariage. Un soir, alors qu'Anne venait de sortir tout récemment d'une lourde opération, John, complètement ivre, s'en est pris à elle. Il l'a frappée, visant volontairement les points de suture qui avaient été appliqués sur sa femme. Les coups étaient si brutaux que bien sûr les points de suture ont sauté. Désormais, après cet énième incident, chacun fera sa route de son côté, et les enfants resteront avec leur mère pour partir vivre du côté de Northampton. Cette décision de partir loin de l'endroit où ils habitaient a été motivée par un comportement inquiétant de John. Alors qu'Anne discutait avec un voisin en revenant d'une course qu'elle avait faite, elle entend un bruit à l'intérieur de la maison, mais craintive avec les derniers événements survenus, elle n'entre pas et appelle la police. Quand les agents débarquent sur place, ils inspectent naturellement les lieux, mais ne trouvent aucune présence dans aucune pièce. Ils ne partent pas pour autant et fouillent plus précautionneusement, c'est alors qu'ils découvrent un homme caché dans une armoire tenant une hache. Il s'agit de John Sweeney, qui affirme aux policiers qu'il voulait juste faire une surprise à son épouse. Mais quel genre de surprise peut-on faire avec une hache ? Sur le moment, le jeune homme est bien interpellé, mais n'est pas poursuivi par la suite, ceci étant sous réserve qu'il n'approche plus Anne et ses enfants. À partir de cet instant, John travaille encore quelques temps dans la région de Liverpool en tant que menuisier et charpentier, avant de changer totalement d'air pour parcourir l'Europe et chercher un nouvel emploi dans plusieurs pays comme la France, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. Finalement, cette vie de voyage déplaît à John, qui revient en Angleterre au milieu des années 80, sans rejoindre pour autant le nord-ouest du pays d'où il est originaire. Il cible Londres, la capitale du pays, pour poser ses valises. Le jeune homme de 30 ans, désormais, compte bien s'installer durablement dans cette nouvelle ville. Il fait ce qu'il a toujours fait, en travaillant comme menuisier, là où on le recrute. C'est de cette façon qu'il est envoyé en mission sur un lieu où se déroule une séance photo, et c'est là qu'il rencontre Melissa Halstead. Melissa est un mannequin américain mais aussi une photographe. Elle est originaire de l'Ohio et n'a pas énormément de connaissances dans le pays qui l'accueille. John, quant à lui, est à l'aise avec elle. Il est agréable, il connaît bien Londres
et finalement devient de plus en plus proche de Melissa, si bien qu'ensemble ils finissent par débuter une relation. Le côté artistique du jeune homme a tout de suite plu à Melissa, qui elle également est dans ce courant, et ce gros point commun a créé cette attirance entre les deux. Ils ne se connaissent pas depuis bien longtemps, mais a priori, l'entente est suffisamment bonne pour qu'ils envisagent de s'installer ensemble dans un appartement au nord de Londres. Au bout du compte, cela semble être une excellente idée, parce que la romance continue malgré cette étape importante franchie. C'est en tout cas ce que croit Melissa. En réalité, la véritable nature violente de John refait surface. D'abord, celui-ci l'isole de plus en plus du peu d'amis qu'elle a. S'ensuit des disputes régulières, uniquement verbales d'abord. Il y a comme un travail de sape de la part de l'homme, qui use le mental de Melissa au point qu'elle ne parvienne pas à tout simplement le rejeter définitivement. D'ailleurs, la sœur de Melissa observe de ses propres yeux les dégâts. Elle comprend que sa sœur a totalement changé, et que le seul responsable, c'est John Sweeney. Au bout de plusieurs mois, la brutalité qui n'était que psychologique jusque-là devient physique. L'homme s'en prend violemment à sa petite amie, obligeant les policiers à intervenir à 2 reprises. La première fois, il avait battu Melissa à l'aide d'une chaise, la blessant aux jambes. La seconde, c'est avec ses poings qu'il avait fait d'énormes dégâts sur le corps de la jeune femme, en parsemant sa peau d'ecchymose. Dans les 2 cas, l'homme est reconnu coupable, mais condamné par la justice anglaise à simplement s'acquitter du paiement d'une amende. À la fin de l'année 1987, le visa de Melissa expire. La jeune femme doit donc quitter le territoire britannique sur lequel elle ne peut plus rester. Elle ne retourne pas aux États-Unis, elle reste en Europe, mais change simplement de pays en rejoignant l'Autriche et sa capitale, Vienne. Cela aurait pu être l'occasion de se défaire de la relation toxique qu'elle entretient avec John, mais au lieu de cela, son petit ami violent finit par la suivre dans ce nouveau pays. L'homme n'a pas l'intention de laisser s'échapper ainsi celle qu'il manipule et contrôle depuis plus d'1 an à présent. À Vienne, de manière surprenante, la relation du couple s'adoucit. Mais c'est en réalité une simple stratégie de la part de John, soufflant le chaud et le froid, pour conserver suffisamment d'affection de la part de Melissa avant de sombrer à nouveau dans les excès dont il a déjà fait preuve. D'ailleurs, c'est précisément ce qui survient. Une nouvelle fois, ivre, John déclenche une dispute avec Melissa, sauf que l'incident qui se produit est d'une toute autre nature en comparaison avec ce que la jeune femme avait déjà subi à Londres. Ce soir-là, en pleine colère, John a saisi un marteau. Melissa a bien tenté de fuir pour éviter d'être blessée, mais elle n'a eu aucune chance étant bloquée dans un appartement. La jeune femme a été frappée au crâne, l'os de sa tête a été fendu par les coups. Par chance, elle n'est pas décédée. La police évidemment est alertée puis interpelle John. Pour cette affaire, il ne s'en sortira pas avec une simple amende comme outre-Manche. Il est reconnu coupable des coups et blessures qu'il a infligés à sa petite amie et il est condamné à une peine d'emprisonnement de 3 années, la justice autrichienne étant visiblement plus juste que son homologue anglaise. Melissa se remet comme elle peut de cette atroce attaque, mais finalement s'en sort sans séquelles, ce qui est un miracle compte tenu de l'utilisation d'un marteau dans cette agression. Alors que l'on pourrait penser que ces événements signeraient la rupture définitive entre ces 2 personnes, plusieurs choses vont se produire. John, en prison, reprend la peinture comme occupation. Il réalise une œuvre surprenante intitulée « Un week-end romantique pour 2 à Vienne ». La croûte qu'il vient de peindre représente 2 silhouettes, dont l'une s'apprête à poignarder la seconde. C'est inquiétant parce que les 2 personnages ressemblent fortement à Melissa et John dans ce contexte. D'ailleurs, l'homme nourrit une puissante rancœur à l'égard de sa petite amie qu'il a envoyée directement en prison. Bien qu'il s'y trouve, après lui avoir brisé le crâne, faut-il le rappeler. Melissa, quant à elle, aussi étonnant que cela puisse paraître, encaisse difficilement l'éloignement avec son bourreau. Il faut dire que ce dernier la manipule depuis des mois et des mois. La jeune femme a littéralement subi un lavage de cerveau au point d'éprouver un manque pour celui qui l'a envoyé à l'hôpital. Cela a des conséquences désastreuses, parce que Melissa ressent des remords d'avoir fait incarcérer John. Elle reprend contact avec son agresseur qui désormais présente un tout autre visage en s'excusant pour le mal qu'il lui a infligé. Il demande pardon en agissant de manière tout à fait charmante. Une nouvelle fois, il joue vicieusement avec les sentiments de Melissa qui n'a d'autre choix que de tomber sous son charme encore et encore. C'est alors qu'en février 1989 se produit l'impensable.
Le système judiciaire autrichien de cette époque est constitué de sorte qu'une victime soit en capacité de requérir auprès d'un juge la grâce de celui qui l'a agressée. Cette procédure, Melissa va la lancer. C'est donc face à un juge qu'elle s'exprime pour le convaincre de libérer John Sweeney, son petit ami. Le plaidoyer de la jeune femme a été extrêmement convaincant, puisque le magistrat accède à la requête de la victime. John Sweeney est donc libéré grâce à l'intervention de sa petite amie. Cette libération est accompagnée d'une obligation de quitter le territoire autrichien. Le couple reformé prend donc la direction d'un autre pays européen, les Pays-Bas, où il s'installe à Amsterdam. En 1989, Melissa et John passent l'année entière dans la capitale néerlandaise. Il n'y a aucun incident, en tout cas pas aussi grave que ce qu'il s'est produit en Autriche à Vienne. Au cours du mois de novembre, Melissa, comme chaque année, appelle sa mère dans l'Ohio pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. En avril 1990, cela fait presque 2 ans que l'attaque au marteau a eu lieu, et depuis, le couple n'a pas connu de crise similaire, tout ceci est peut-être enfin derrière eux. Ce même mois, le propriétaire de l'appartement n'a aucune nouvelle de Melissa ou John, ce qui le surprend parce que, jusqu'à présent, la jeune femme avait toujours payé son loyer à temps. Le propriétaire découvre finalement que l'appartement est vide, comme si plus personne n'habitait ici, et il en a déduit que tout ce beau monde avait simplement décampé. Quelques semaines plus tard, le jeudi 3 mai 1990, à Rotterdam, une ville à 80 km au sud d'Amsterdam, un homme se promène le long du canal de la ville quand il repère un sac imposant flottant à la surface de l'eau et bloqué sur la rive. Curieux, le promeneur décide de tirer le sac sur la terre ferme. Il a du mal, le sac est très lourd, et il se demande bien ce qu'il peut contenir. Pour le savoir, il n'y a plus qu'à l'ouvrir, ce qu'il fait. En l'ouvrant, l'homme regrette sa curiosité. Il n'aurait jamais dû fouiller dans ce qui ne lui appartient pas. Le sac contient des restes humains, d'une femme visiblement, mais il manque la tête ainsi que les 2 mains. Évidemment, la police est aussitôt contactée. Les agents découvrent l'horreur. Les enquêteurs comprennent aussitôt qu'il sera très difficile d'identifier la victime. Les 2 mains étant manquantes, il n'est pas possible de recourir aux empreintes digitales. La décapitation empêche aussi l'utilisation des dents comme moyen de connaître le nom de la victime. À tout cela s'ajoute le fait que Rotterdam n'a certainement pas été choisi au hasard par l'auteur du crime pour se débarrasser du corps, puisque c'est l'un des ports les plus animés d'Europe, et donc il y a énormément de présence proche du canal, et aucun témoin n'ayant aperçu une personne se débarrassant d'un sac. Les autorités n'ont aucune idée de l'endroit où le tueur a bien pu placer les membres manquants, et l'identification est donc impossible. Ce cas restera un mystère. L'autopsie, quant à elle, n'apporte pas beaucoup d'éléments supplémentaires. Le médecin légiste, néanmoins, constate que pour faire entrer le corps dans ce sac, le tueur a brisé la colonne vertébrale de la femme. Il affirme aussi que la mort a certainement été brutale, sans être capable d'en déterminer la cause. C'est avec ces éléments que l'enquête démarre, mais c'est un aussitôt pour la police de Rotterdam. 1 mois après cette découverte, c'est la famille de Melissa qui appelle la police d'Amsterdam, puisque depuis son coup de téléphone en novembre dernier, plus personne n'a de nouvelles de la jeune femme. Et bien entendu, cela angoisse ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Les policiers d'Amsterdam comprennent l'anxiété dont font preuve les membres de la famille de Melissa, et se rendent à son adresse, fouillent l'appartement, mais ne découvrent rien qui puisse indiquer où la jeune femme a pu se rendre. Sans éléments, la police d'Amsterdam n'approfondit pas plus, n'ayant pas les moyens de le faire de toute manière. Comme le sac contenant le torse démembré d'une jeune femme fut découvert à Rotterdam, personne n'a fait le lien avec Melissa Halstead. Pourtant, c'est bien elle qui a été assassinée par son petit ami John Sweeney, qui a quitté la ville d'Amsterdam pour retourner à Londres en 1991. Le meurtrier, âgé de 34 ans, rencontre dans un pub du quartier de Camden Delia Balmer, une jeune infirmière de 40 ans. John utilise son charme pour la draguer dans ce bar et ils finissent par se revoir et entamer une relation. L'homme s'est présenté comme un voyageur, ce qui a plu à la jeune femme célibataire qui traverse une période où elle se sent très solitaire, et l'affection que John Sweeney lui apporte lui fait du bien. Ils partent même au Mexique ensemble. Toutes ces touches d'attention amènent Delia à proposer à John de s'installer avec elle. C'est ainsi que le tueur déploie sa toile.
Il est adorable avec la jeune femme, qu'il comble de cadeaux. Tout ça dans une stratégie de manipulation parce qu'au fil des semaines, puis des mois, le comportement de John se met à changer. Des règles commencent à s'imposer à Delia. Elle n'est pas autorisée à quitter l'appartement sans qu'elle soit accompagnée par son compagnon. Ce contrôle est permanent. Elle n'a plus l'occasion de se retrouver seule, y compris chez elle. L'homme est tout le temps proche d'elle. Il l'observe même quand elle se trouve aux toilettes. Delia comprend que la situation ne peut plus durer. Cela fait tout de même près de 2 ans qu'elle subit le comportement manipulateur de son compagnon, et elle finit par lui demander de quitter les lieux. Si elle a pris autant de temps, c'est parce qu'elle craignait la réaction de cet homme étrange qu'elle ne connaissait pas si bien. Et c'est peu dire lorsque l'on sait qu'il a tué et démembré sa précédente petite amie. Quand Delia annonce à John qu'il doit partir, l'homme accepte. Et comme souvent avec ce genre de personnes, un oui n'a pas réellement de valeur. Et il trouve sans cesse des excuses afin de repousser son départ. La situation ne change donc pas. Delia continue d'être épiée jusque dans ses toilettes. Cependant, un jour de mai 1994, la jeune femme réussit à se tirer des griffes de son harceleur, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, et passe finalement la journée avec un ami. Pour elle, c'est bien entendu un bol d'air, mais pour John Sweeney, c'est un affront, et elle va regretter cette humiliation qu'elle lui a infligée en sortant de son contrôle. À son retour, Delia franchit sa porte d'entrée, lorsqu'elle sent une pression sur son bras. Elle est tirée à l'intérieur du logement. C'est John qui l'amène violemment jusqu'au lit, où il l'attache à l'aide de cordes. Il vaut mieux qu'elle se laisse faire, et surtout qu'elle ne se débatte pas, puisque l'homme est armé d'un couteau de cuisine ainsi que d'un pistolet. Il la menace clairement, en lui disant que si elle crie, il lui retirera la langue de sa bouche. Durant la nuit entière, Delia est attachée à ce lit face à un homme qui a totalement perdu la raison, et qui la menace de la tuer à coups de couteau. S'il est entré dans une telle colère, c'est par jalousie, parce que la jeune femme avait passé la journée avec un ami. Puis John demande à Delia si elle sait ce qui est arrivé à son ex-petite amie. Terrifiée, elle ne dit rien, mais elle n'a pas besoin. L'homme lui explique qu'ils vivaient ensemble à Amsterdam, mais que Melissa avait rencontré 2 Allemands là-bas. Un jour, il est rentré et a trouvé tout le monde chez lui. Il a donc tué les 3 personnes, puis est resté avec les cadavres 3 jours durant. Finalement, il a découpé toutes les dépouilles avant de les placer dans des grands sacs et de les jeter dans le canal. Une révélation que Delia prend très au sérieux. Elle a subi le comportement de cet homme pendant 2 ans et elle comprend rapidement que ce qu'il dit est vrai. C'est un psychopathe, mais surtout un meurtrier. Elle ne peut rien tenter. Il pourrait à tout moment la faire souffrir ou lui ôter la vie. John, avec cette agression, ne souhaite obtenir qu'une seule chose, le contrôle total sur l'esprit de Delia, pour qu'elle lui appartienne, qu'il la possède et qu'elle ne recommence jamais à s'éloigner de lui comme elle l'a fait ce jour avec son ami. Les heures s'écoulent, c'est bientôt la fin de la nuit, et l'aube se lève. Face à ce maniaque, Delia réalise qu'elle a une opportunité qui s'offre à elle grâce au lever du jour. Elle explique à John que si elle ne se présente pas à son poste ce matin, ses collègues signaleront sûrement son absence. Quelqu'un viendra donc vérifier, et il se pourrait que ce soit la police. L'homme pense qu'il a suffisamment d'emprise sur la femme pour la laisser se rendre au travail, mais il va tout de même accentuer sa manipulation. Après la terreur, les menaces de mort et la séquestration, John change son attitude pour redevenir la personne agréable, douce et charmante que Delia avait connue. Il lui dit que s'il a fait ça, c'était par amour, qu'elle est la prunelle de ses yeux et qu'il la laisse partir à l'hôpital en attendant qu'elle revienne après son service. Étonnamment, une nouvelle fois, la manipulation de ce psychopathe fonctionne. Delia est tétanisée à l'idée de s'enfuir. Elle pense qu'il la retrouvera pour la tuer comme il l'a déjà fait avec son ex-petite amie. Elle se dit que si elle entre dans son jeu, elle peut gagner du temps en attendant qu'un événement lui permette de se sortir de cette situation. C'est pour cette raison que la jeune femme ne signale pas l'agression qu'elle a subie ce soir-là. Au cours de l'été 1994, Delia sollicite de l'aide auprès d'une association secourant les femmes victimes de violences domestiques. Quand elle raconte ce à quoi elle a déjà été confrontée, les membres de l'association contactent la police. Des agents escortent Delia jusqu'à son domicile, mais John est absent. Delia raconte tout ce que l'homme lui a confié à propos des meurtres qu'il aurait perpétrés, de la nuit qu'elle a passée attachée à un lit tout en étant menacée par une lame,
et les peintures aussi curieuses que macabres réalisées par John. Mais les policiers ne semblent pas plus intéressés que cela par l'histoire de Delia. Ils lui disent qu'il veut simplement lui faire peur et qu'il n'a jamais tué personne. Ils ne prennent pas la peine non plus d'observer les peintures étranges de l'homme, se contentant de raccompagner la jeune femme chez elle avant de repartir. John n'aura jamais vent du passage des policiers à l'appartement. Heureusement pour Delia, autrement, cela aurait pu lui coûter la vie. Malgré cette désillusion, elle n'abandonne pas, continuant de chercher une solution à son énorme problème qui s'appelle John Sweeney. Cela prend plusieurs mois, conduisant à la fin de l'année, en novembre, pour qu'une nouvelle chance se présente. John doit partir en Allemagne pour le travail. Il ne suivra donc pas Delia comme son ombre. Elle n'hésite pas une seule seconde. À peine a-t-il quitté le logement qu'elle appelle un serrurier pour changer toutes les serrures de sa porte d'entrée. Elle pense que cet obstacle entre ce fou et elle lui permettra enfin de retrouver une vie sereine. Mais John Sweeney n'est pas du genre à abandonner sa proie aussi facilement. Il patiente jusqu'à ce que Delia sorte de chez elle pour lui tomber dessus à nouveau par surprise. La première séquestration se répète. La jeune femme est attachée sur le lit. Pour qu'elle ne crie pas, John lui enfonce ses doigts dans la bouche tout en la menaçant d'un couteau. Delia comprend que c'est la fin. Elle le lit dans ses yeux. Son regard n'est pas celui d'une personne rationnelle, il va la tuer. Cependant, il prend son temps, comme la première fois. Et au bout du compte, Delia ne se rend pas à son travail, ce qui inquiète ses collègues, qui demandent à la police de faire un contrôle à son domicile. Les agents se rendent donc sur place. Ils toquent, et John comprend qu'il est en mauvaise posture. Mais pour s'en sortir, il est prêt à tout. Il dit à Delia d'aller à la porte, d'annoncer aux policiers que tout va bien. Et quand ils seront partis, lui aussi quittera définitivement l'appartement. Une nouvelle manipulation qui ne fonctionne pas cette fois. Quand Delia ouvre la porte, elle sort immédiatement du domicile en dénonçant son petit ami abusif. Et les policiers procèdent donc à son arrestation. Il faut dire que le sang recouvrant la bouche de la jeune femme après qu'elle ait mordu celui qui lui enfonçait ses doigts dans la gorge laisse peu de doute quant à ce qu'il s'est passé dans cet appartement. C'est donc le 11 novembre 1994 que John Sweeney est placé en état d'arrestation. Les policiers contrôlent le logement et, dans la salle de bain, font une découverte curieuse. Derrière le panneau de la baignoire, un sac dissimulé est retrouvé contenant une bâche, des cordes, des gants en latex, du ruban adhésif et des sacs plastiques. C'est un kit du tueur, à l'évidence. L'homme est emmené au poste de police pour être entendu sur l'agression qui vient de se dérouler. Il est estimé que John Sweeney est dangereux, qu'il y a un risque évident qu'il s'en prenne à Delia, et il est donc placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Sauf que c'est la fin d'année. En décembre 1994, à l'approche de Noël, une amnistie est décrétée par le gouvernement britannique. Autrement dit, les prisonniers en détention pour certains délits peuvent être remis en liberté pour qu'ils puissent passer les fêtes avec leur famille. L'un de ces détenus pouvant bénéficier de ce dispositif n'est autre que John Sweeney. Alors il n'est pas libéré ainsi. Il doit respecter des conditions et l'obligation de retourner dans le nord-ouest de l'Angleterre à 200 km de Delia lui est imposée. C'est une condition qui, si elle devait être transgressée, renverrait immédiatement John Sweeney en prison. Delia est tenue informée de la libération de l'homme et elle s'oppose à cette remise en liberté, expliquant qu'il est un dangereux psychopathe et qu'il n'a absolument aucun frein. Il a déjà tué, il l'a dit de sa propre bouche, alors pourquoi une simple injonction l'empêcherait de recommencer ? Delia dit à la justice anglaise que s'il devait lui arriver malheur, ce sera de sa faute, avec cette clémence qui ne devrait pas être autorisée à l'égard de criminels violents. Le jeudi 22 décembre 1994, au soir, Delia rentre du travail à vélo après une longue journée à s'occuper des patients de l'hôpital et ne souhaite qu'une seule chose, rentrer chez elle se reposer. Elle reste méfiante cependant, parce qu'elle sait que John a été libéré et qu'il pourrait revenir. Lorsqu'elle atteint son domicile, elle descend de son vélo et, naturellement, son premier réflexe est de regarder autour d'elle, afin de s'assurer que personne ne l'observe. Un coup à droite, un coup à gauche, cela semble bon. Elle marche donc jusqu'à sa porte d'entrée pour l'ouvrir et la maintenir entrouverte à l'aide d'une brique. Une fois fait, elle revient sur ses pas pour récupérer son vélo. C'est alors qu'un visage apparaît devant elle. C'est John Sweeney qui est de retour et vient de briser les conditions de sa libération.
Delia ne le savait pas, mais elle était observée depuis son arrivée. Rapidement, elle pousse la brique qui maintient la porte ouverte afin que John ne puisse pas la conduire à l'intérieur de la maison, autrement, elle sait qu'elle serait certainement torturée et tuée. Elle n'en a aucun doute parce que l'homme tient une hache dans une main et un couteau dans l'autre. Delia a tout juste le temps de pousser la brique qu'elle est frappée avec le manche en bois de la hache. Elle est touchée à la tête d'abord, ce qui la fait s'écrouler au sol. John continue de la frapper avec le manche en bois de la hache. Delia oppose ses bras en guise de protection, ce qui a pour conséquence de briser les os de ses avant-bras. À ce moment, l'homme se stoppe pour sortir son couteau. Il s'entaille la paume de la main en même temps qu'il insulte Delia dans une rage totale. Tout ceci se déroule en quelques secondes. Pendant ce répit, la jeune femme tire son vélo sur elle comme bouclier et pour rendre la tâche plus difficile à son agresseur. Ensuite, John poignarde brutalement Delia au niveau du poumon puis de la cuisse. Il change d'arme et reprend la hache, avec laquelle il tranche 2 phalanges de sa victime qui peut voir une partie de ses doigts être propulsée. La hache heurte le cadre métallique du vélo, faisant un bruit absolument monumental en pleine nuit, au beau milieu d'un quartier calme en temps normal. Ce vacarme alerte un voisin qui aperçoit la scène, avec un homme assénant des coups de hache sur une femme allongée. Prenant son courage à 2 mains, il décide de porter secours à la victime de ce fou en s'armant d'une batte de baseball avant d'aller le confronter. Le voisin surgit par derrière en frappant l'agresseur. Surpris par la présence de celui-ci, John finit par s'enfuir. Ce voisin vient de sauver la vie de Delia, mais c'est aussi grâce à son intelligence qu'elle a réussi à s'en sortir. Si elle n'avait pas retiré la brique de la porte, le tueur l'aurait emmenée dans le logement et elle serait morte. De même, si elle n'avait pas placé le vélo entre elle et la hache. Grâce à ces instants de lucidité, elle peut être transportée en vie à l'hôpital. Les dégâts sont sévères. Les 2 bras de la victime sont fracturés. 2 profondes entailles au niveau de la poitrine et de la cuisse. Et des doigts sectionnés qui ont été récupérés sur place pour être recousus. Désormais en fuite, John Sweeney est un individu extrêmement dangereux qu'il faut absolument retrouver. Mais au moment où les autorités commencent à s'activer, le psychopathe a déjà fui Londres et se trouve à Nottingham. Il remonte dans le nord-ouest pour passer une nuit chez son ex-épouse, qui est d'ailleurs terrifiée de le voir se présenter chez elle. Heureusement, il ne s'est imposé que pour une nuit. Il est reparti et la police a perdu la trace de l'un des hommes les plus dangereux du pays que l'on sait armé. Les enquêteurs se tournent vers la seule personne capable de les renseigner à présent, Delia. Elle se remet de son agression, mais répète aux policiers ce qu'elle avait déjà raconté à ceux qui l'avaient raccompagnée chez elle, sans la prendre au sérieux. Elle montre la photo d'une femme, indique qu'elle s'appelle Melissa, et que John lui aurait avoué l'avoir tuée elle, ainsi que 2 ressortissants allemands, avant de les démembrer et de jeter leurs restes dans le canal de Rotterdam. Abasourdis, les policiers anglais contactent leurs homologues néerlandais, qui leur révèlent que leur dossier criminel comporte bien une affaire avec un corps démembré, retrouvé en 1990 à Rotterdam, mais aussi à Amsterdam, 2 ans plus tard, en 1992. Les autorités anglaises se demandent si l'un de ces 2 corps n'est pas effectivement celui de Melissa Halstead. Et ce deuxième cadavre est-il lié à John Sweeney également ? Ce ne serait pas impossible, parce que dans ce second cas, la victime a aussi été démembrée. Les mains ainsi que la tête ont été retirées, avant que les restes ne soient placés dans une valise, puis jetés dans le canal d'Amsterdam. Et puis surtout, Melissa vivait à Amsterdam avec John Sweeney. Alors, les autorités néerlandaises réclament un échantillon ADN à la famille américaine, qui l'envoie aussitôt pour qu'il soit comparé avec le corps retrouvé dans la valise au milieu du canal de la capitale des Pays-Bas. Il n'y a pas de correspondance, alors que les policiers pensaient enfin avoir résolu leur affaire. Ils ne comparent pas l'ADN avec le corps retrouvé à Rotterdam, parce qu'ils considèrent que Melissa n'aurait eu aucune raison de se rendre là-bas et qu'aucun témoin ne permettait de confirmer sa présence dans cette ville. Pourtant, ce sont bien ces restes qui gisaient à l'intérieur du sac flottant dans le canal. Il n'y a donc pas d'avancée dans les investigations des autorités néerlandaises. Personne ne sait où se trouve le tueur John Sweeney et les enquêtes s'éteignent. Au cours du mois de février 2001, 3 garçons sont en train de pêcher tranquillement dans le canal de Regent Street, lorsque la ligne de l'un d'entre eux s'accroche avec quelque chose dans le fond du cours d'eau.
C'est un sac très lourd, et les garçons se démènent pour le remonter, curieux de découvrir ce qu'il contient. Mais comme à Rotterdam et Amsterdam, ce sont des morceaux de corps humains qui sont entassés à l'intérieur. Des briques qui ont été ajoutées pour que les sacs ne remontent jamais à la surface. La police est appelée, des plongeurs se chargent de chercher d'autres éventuels sacs. Ils en repêchent un deuxième, et ce sont en tout une dizaine de morceaux de corps humains qui sont extraits de ces sacs. Un médecin légiste examine la trouvaille et détermine qu'il s'agit du corps d'une jeune femme où, là encore, il manque la tête, les mains ainsi que les pieds. Grâce à l'ADN, les enquêteurs déterminent que la victime se nomme Paula Fields, une jeune femme de 31 ans originaire de Liverpool et qui avait déménagé à Londres. Elle se trouve dans les fichiers de la police puisqu'elle a déjà été interpellée suite à la consommation de stupéfiants, mais aussi pour la prostitution qui était devenue son activité principale pour vivre. En enquêtant sur la disparition de Paula, les policiers découvrent que dans son entourage se trouve un certain Joe Scouse, également originaire du nord de l'Angleterre. Il apparaît que tous les deux sortaient ensemble, sans que cela ne soit réellement quelque chose de concret, mais Paula, étant portée disparue depuis décembre de l'année 2000 et désormais décédée après la découverte dans le canal, il devient crucial de mettre la main sur ce fameux Joe Scouse. Les enquêteurs remontent sa piste et apprennent que cet homme vit dans une maison proche de Finsbury Park à Londres. Quand ils toquent à la porte, c'est un homme nommé Anthony Sweeney qui leur ouvre et leur dit qu'il n'y a aucun Joe Scouse ici. Les policiers décident de surveiller la maison. Peut-être que cet homme se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Durant la surveillance, les enquêteurs aperçoivent un autre homme entrer dans la maison. Ce n'est pas Joe Scouse, mais le frère d'Anthony Sweeney, John. En recherchant dans leur base de données, les policiers découvrent que John Sweeney est recherché depuis 6 ans pour l'agression sur Delia Balmer. Mais Joe Scouse existe bel et bien, puisque c'est l'un des pseudonymes que John Sweeney utilise depuis toutes ces années pour échapper au radar de la police. C'est un individu dangereux. Les policiers préparent avec minutie leur assaut pour interpeller le fugitif. Les enquêteurs savent que leur homme de 45 ans à présent a pris rendez-vous dans une boutique de téléphonie mobile. Les équipes se mettent en place pour le cueillir à la sortie de l'établissement. Ils n'ont aucun mal à intercepter l'individu qui n'a pas réellement l'occasion de se débattre. Une fois Sweeney arrêté, la police fouille sa propriété. Ils trouvent de nombreuses armes à feu, des munitions, une machette, une perruque et plusieurs couteaux. Cela ressemble à l'arsenal quotidien d'un homme très violent et dangereux. Plus de 300 œuvres d'art morbides sont également récupérées dans la maison qu'occupe Sweeney avec son frère. Il y a aussi des poèmes, tout est saisi, parce qu'à l'évidence, l'homme raconte des choses à travers son art sordide. Le suspect est inculpé pour l'agression sur Delia Balmer, mais il est aussi soupçonné d'avoir commis le meurtre de Paula Fields. C'est sur cette seconde affaire que se penchent les enquêteurs londoniens. Durant sa garde à vue, le suspect admet connaître la victime. Il confirme aussi que leur relation pouvait être violente parfois. Il nie le meurtre cependant, mais la terre découverte sur les briques disposées dans les sacs, pour qu'ils restent au fond de l'eau, est la même que celle qui compose le jardin de la maison où il réside avec son frère. Les policiers tentent de mettre la pression sur Sweeney avec ce qu'ils détiennent, mais l'homme est coriace et ne lâche pas de terrain. Ce qui est problématique, parce qu'en l'état actuel, le dossier ne peut pas être présenté devant un juge. Le meurtre de Paula Fields reste donc un mystère, bien que les enquêteurs soient persuadés de la culpabilité de John Sweeney. Il va tout de même être poursuivi s'agissant de la tentative de meurtre sur Delia Balmer, une accusation qu'il nie, mais qui donne lieu à un procès. Il plaide non coupable, mais cela va être très compliqué pour lui de démontrer son innocence, dans la mesure où il y a 2 témoins pouvant affirmer qu'il a tenté de tuer Delia cette nuit de décembre 1994. Il y a Delia, la victime évidemment, mais aussi son voisin venu lui porter secours ce soir-là en frappant l'agresseur à l'aide d'une batte de baseball. Sans surprise, John Sweeney est reconnu coupable de tentative de meurtre sur Delia Balmer et condamné à une peine de prison à vie, accompagnée d'une possibilité de libération conditionnelle au bout de 9 années de détention. La police doit faire son maximum pour résoudre l'énigme du meurtre de Paula Fields. Autrement, John Sweeney pourrait être libéré et frappé à nouveau dans 9 ans. Il faut donc continuer à travailler. Il y a quelques années avant que Sweeney ne retrouve la liberté, simplement, elle s'écoule rapidement, sans que l'enquête ne donne quoi que ce soit.
6 années ont passé, nous sommes en 2008 et la police anglaise travaille toujours à prouver l'implication de John Sweeney dans le meurtre de Paula Fields. Le temps presse parce que la peine de Sweeney approche de plus en plus de la date, lui autorisant une sortie de prison sous condition. C'est alors qu'un coup de téléphone des autorités néerlandaises fait totalement basculer l'enquête. Il y a un an, en 2007, la police aux Pays-Bas a constitué une équipe chargée de se pencher sur les affaires non résolues, dont celle du corps démembré retrouvé dans le canal de Rotterdam 18 ans auparavant en 1990. Durant toutes ces années, la technologie ADN a grandement évolué et en 2007, ils ont été capables d'identifier le corps dans ce sac grâce à son empreinte génétique. Il s'agit bien de Melissa Halstead. Alors c'est une avancée, mais cela reste bien maigre en vue d'inculper John Sweeney pour le meurtre de Melissa Halstead ou Paula Fields, même si en prenant un peu de recul, il est évident qu'il est le tueur. Il manque simplement une preuve directe pour le maintenir en prison. Alors, quelque chose d'inédit va se produire. Les polices anglaises et néerlandaises vont travailler main dans la main afin de faire condamner leurs suspects. Le premier point démontré est que Sweeney entretenait une relation avec Melissa Halstead ainsi que Paula Fields, toutes deux ayant été assassinées, démembrées et jetées dans un canal. En général, ce sont les preuves médico-légales qui font tomber les tueurs. Le problème dans le cas de Melissa est que son meurtre a eu lieu il y a presque 20 ans. Mais contre toute attente, c'est grâce aux œuvres d'art macabres de Sweeney que la police va s'engouffrer dans la faille. Chez lui, de nombreux tableaux ont été saisis. Il y en a qui sont adressés directement à ses victimes. L'une des œuvres montre un pied découpé, une hache et le scalp d'une chevelure blonde appartenant à Delia. Et cette peinture lui est dédiée par Sweeney. Il en est de même pour Melissa. Il s'agit d'une peinture a priori banale, rien n'est sordide sur l'œuvre d'art, et au milieu de celle-ci, il y a un personnage avec une chevelure blonde. Seulement, les enquêteurs remarquent que juste à côté se trouve une zone blanche, alors que le moindre espace de la toile est occupé. Cela attise la curiosité des policiers. Le tableau est envoyé en laboratoire pour analyse. Finalement, il est découvert que cet espace blanc est en fait un liquide qui a été utilisé pour recouvrir des inscriptions. À l'aide d'une technique très sophistiquée, la police scientifique parvient à décrypter le message se trouvant en dessous. Il est écrit que Melissa Halstead est morte, qu'elle repose en paix, et c'est très incriminant puisque jusqu'en 2007 et l'analyse ADN des autorités néerlandaises, seul le tueur pouvait savoir que la jeune femme était morte. Un autre croquis est retrouvé par la police. Celui-ci montre le corps d'une femme démembrée, dans une position similaire à celle du corps de Melissa, à l'intérieur du sac dans lequel ses restes se trouvaient. Un dessin montrant la façon dont Paula fut démembrée est également découvert. Mais le plus incriminant est une série de poèmes rédigés concernant Melissa, parce que grâce à ces quelques vers, il est possible de retrouver des endroits précis ainsi que des actions liées à la vie réelle, comme lorsque Sweeney indique que Melissa, tuée et démembrée, nourrit désormais les poissons du canal de Rotterdam. Ce sont quasiment des aveux écrits, cela correspond à la réalité des faits, et pour la police, le dossier est cette fois suffisamment solide pour envoyer John Sweeney devant un juge afin qu'il réponde de ses actes. Alors évidemment, la bataille est loin d'être gagnée, parce que finalement, il n'y a toujours pas de preuves directes. Celles-ci sont uniquement circonstancielles, et bien sûr, John Sweeney se défend d'être l'auteur de ces crimes. Mais le témoignage de Delia, rapportant les paroles de Sweeney à propos du meurtre de Melissa qu'il lui aurait avoué, sa double relation avérée avec Melissa et Paula, ainsi que ses peintures, croquis et poèmes, joue contre lui. Il n'a d'ailleurs pas réellement d'explication pour justifier toutes ces coïncidences, et le jury populaire du tribunal londonien, le 4 avril 2011, le reconnaît coupable du meurtre avec préméditation sur Melissa Halstead, ainsi que Paula Fields. À 55 ans, John Sweeney est condamné à une peine d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle cette fois-ci. Même s'il ne sortira plus jamais de prison, il n'empêche qu'il reste de nombreux mystères autour de ses crimes. Parce que souvenez-vous, il avait annoncé avoir tué et démembré 2 Allemands qui se seraient trouvés avec Melissa, et le corps retrouvé dans le canal d'Amsterdam n'a jamais été identifié, alors que le procédé semble avoir été le même que pour les autres meurtres commis par Sweeney. Les enquêteurs sont persuadés que John Sweeney est en réalité un tueur en série et qu'il a fait beaucoup plus de victimes. Mais ayant énormément circulé à travers l'Europe,
il est difficile de remonter la trace d'autres tueries éventuelles. Cependant, en 2023, la police néerlandaise pense qu'il est responsable d'au moins 3 autres meurtres de femmes non résolus jusque-là et travaille à faire le lien avec ce possible tueur en série. Voici pour cette histoire totalement folle. Si vous êtes arrivé jusque-là, inscrivez le mot peinture en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner et liker. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.